De votre point de vue, que vont être les conséquences de l'erreur de taille d'Israël vis-à-vis de la Russie? À l'origine, il y avait, comment vous voulez, un motus vivendi entre le gouvernement de Poutine et Israël, et qui tient compte du fait que, vous savez qu'à la fin de l'Union soviétique et dans les débuts des années Eltsine, il y a de très nombreux juifs soviétiques devenus juifs russes qui ont quitté la Russie pour aller en Israël. Ils sont estimés à plus de 800 000. Ils représentent un lobby en Israël et en Russie extrêmement puissant. Il y a notamment édité en Israël. Ils ont trusté les places de dirigeants politiques. Avigdor Lieberman, vous savez, l'ultra-fanatique de droite, c'est un de ces juifs russes. Pendant longtemps, Moscou a, si vous voulez, tenu compte de cela et les dirigeants de Tel Aviv ont cru qu'ils pouvaient faire n'importe quoi. Est intervenue l'arrivée de Trump et ça a changé les choses. Parce que tout d'abord, la situation s'est dégradée en Syrie proprement dite, puisque la Russie de Poutine est pour le maintien de Bachar el-Assad au pouvoir, il ne faut pas avoir peur des mots, et l'aide, notamment sur le Golan des Israéliens aux djihadistes, ça fait que ça a dégradé la situation avec les Russes. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Avec Trump, ça s'est encore aggravé, puisque Trump, c'est le dirigeant, le président américain le plus sioniste de toute l'histoire. Son gendre, Kushner, qui a marié Ivanka Trump, c'est un dirigeant de l'aile radicale de l'AIPAC, le lobby pro-israélien. Et Nikki Haley, qui a démissionné ce jour d'ailleurs, c'est aussi une des dirigeantes de cette AIPAC et probablement une future candidate de l'AIPAC pour la présidence des États-Unis. À partir de ce moment-là, le gouvernement de Tel Aviv s'est cru tout permis et n'a pas vu que dans une nouvelle donnée stratégique était apparue, c'est-à-dire que pour maintenir la puissance russe en Syrie, pour maintenir Bachar el-Assad au pouvoir et aussi pour favoriser le nouvel axe Téhéran et Moscou, qui est une réalité que moi j'annonce depuis 2014, il fallait tout d'abord rétablir la fameuse parité stratégique. La parité stratégique, elle était assurée par les soviétiques et l'Irak de Hafez excusez-moi, la Syrie de Hafez el-Assad dans les années 70 et 80. Lorsque l'Union soviétique a implosé, il n'y a plus cette parité stratégique et comme Israël est devenu la superpuissance du Moyen-Orient, la puissance qui dispose en plus de l'arme nucléaire, grâce aux Européens, il faut le dire, et de l'autre côté, les États-Unis devenaient la seule superpuissance mondiale. Il y a un mouvement parallèle. À partir du moment où les choses ont changé en Syrie, et où la guerre de Syrie a fait que la Russie s'est affirmée comme une superpuissance, une grande puissance, et comme c'est la presse israélienne qui le dit, l'arbitre du Proche-Orient, les choses se sont totalement dégradées entre les Israéliens et Poutine. À partir de ce moment-là, Netanyahou, qui est un voyou, a fait un mauvais calcul, il a essayé de menacer la Russie. Il s'est déplacé plusieurs fois, il a menacé la Russie de bombardements, d'interventions, etc. Et Poutine n'est pas quelqu'un qu'on menace. Le dernier épisode, c'est celui évidemment de cette manipulation qui a fait que la DCA syrienne a tiré, manipulé par les chasseurs israéliens qui se sont servis d'un avion russe qui était abattu comme couverture et également de tirs de missiles d'une corvette française. À partir de ce moment-là, de nouveau, les Israéliens, au lieu de faire profil bas, ils ont pris tout ça avec arrogance. Moi, je lis la presse israélienne tous les jours, parce qu'il faut lire l'ennemi, il faut savoir ce qu'il pense, et je lis aussi la presse pro-israélienne française, qui est encore plus arrogante que la presse israélienne. Au lieu de faire profil bas, ils ont pris les Russes de haut. Netanyahou a apporté une explication à l'état-major russe qui visiblement prenait les Russes pour des imbéciles, ce qu'ils ne sont pas du tout, et donc la situation s'est dégradée.
À partir du moment où maintenant la Russie est la grande puissance du Proche-Orient, il n'y a plus d'accord possible avec les Israéliens parce que ça suppose que la Russie s'impose dans toute une série d'États qui sont les ennemis des Israéliens. La Syrie bassiste, le Liban, l'Iran bien entendu, mais aussi de l'autre côté, le Soudan par exemple, qui maintenant est en étroite relation avec notamment l'armée russe. Vous savez que ce sont les Israéliens qui ont été derrière la sécession du Sud-Soudan depuis les années 1960. À partir de ce moment-là, il n'y a plus d'accord possible et les choses se sont dégradées de plus en plus. Maintenant, la différence entre Netanyahou et les généraux israéliens, eux évoquent maintenant ouvertement une guerre au Proche-Orient et ils espèrent relancer leur échec en Syrie, puisque Bachar el-Assad a gagné la guerre, avec notamment une nouvelle guerre au Liban. Poutine et les généraux russes, ce sont des gens raisonnables. Donc ce qu'ils ne cherchent pas, c'est la guerre ou la confrontation, mais ils vont chercher à ce que la fameuse parité stratégique soit assurée. C'est la fameuse livraison des missiles S-300 et S-400, qui ne sont pas des armes d'agression, ce sont des armes anti-missiles et anti-avions qui sanctuarisent un territoire. Par exemple, tout le territoire russe entre Minsk, la capitale du Bélarus, Moscou, la grande ville de Kazan et le Caucase est entièrement sanctuarisé par des batteries de S-400 et maintenant on parle de S-500. C'est ce qu'ils vont faire en Syrie et c'est ce qu'ils ont déjà fait en partie en vendant les systèmes S-300 et S-400 à votre pays l'Iran. Ils vont sanctuariser la zone. L'époque où les Israéliens étaient en terrain conquis pouvaient survoler le Liban, parfois la Syrie et parfois aller très loin, puisqu'on sait qu'ils ont survolé votre pays, on sait qu'ils allaient faire des frappes en Irak, etc. C'est une époque qui est terminée. Maintenant, ils risquent d'être abattus et ils vont l'être. Voilà tout ce qui a changé. Il y a derrière tout ça le poids de la géopolitique, vous savez rien fait comme ça, mais il y a aussi quelque chose de différent. C'est ce sentiment de toute puissance qu'ont les dirigeants israéliens avec l'élection de Trump. Il faut lire la presse israélienne et vous voyez que ces gens sont persuadés qu'ils sont en train de gagner la partie. Trump ou les généraux israéliens, ils pensent qu'ils sont en train de gagner au Proche-Orient. Nous savons qu'ils ont perdu la guerre de Syrie, mais pour eux, pas. Pour eux, c'est une histoire qui n'est pas terminée. D'où le déplacement des gens de Daesh, notamment en Libye, le déplacement des gens de Daesh en Afghanistan, etc. Ce sont des cartes de réserve pour la prochaine guerre.